Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Un front commun contre le terrorisme en Afrique centrale. Les ministres de la Défense de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin ont convenu de contributions plus soutenues et d'engagements plus appuyés pour éradiquer la menace Boko Haram. La presse locale va mal, une distribution en dents de scie, une qualité perfectible et des intérêts financiers qui s'entrechoquent au détriment des lecteurs. Le dossier de la rédaction ce soir tente de refaire la une de la presse camerounaise. Le littoral, station pivot du réseau CRTV, Jean-Marie Nka, le directeur régional, a pris fonction aujourd'hui avec un mandat précis déroulé par le directeur général Charles Ndongo, le primat au travail, à la discipline et à la reconquête des publics et des parts de marché dans cette région stratégique. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. La force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, la CBLT, pourrait fonctionner mieux. Les pays membres se sont vus rappeler leurs obligations financières aujourd'hui à Yaoundé. Le Conseil des ministres de la Défense de la CBLT s'est tenu aujourd'hui. La situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région Afrique centrale a été passée en revue à la lumière des rapports des différents experts. Le compte-rendu de Séverin Gambélé. De tous les sujets évoqués par le Conseil des ministres de la Défense des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, on retient cet appel à la collaboration permanente face à l'ennemi commun, Boko Haram. Le rapport des chefs d'état-major des armées, des responsables des renseignements et de sécurité l'a souligné, la situation sécuritaire et humanitaire dans la région s'est nettement améliorée. Mais il faut rester vigilant en rendant plus opérationnelle la force multinationale mixte, dont les résultats sont bien perceptibles sur le terrain. Malgré les attentats suicides et le recours aux engins explosifs improvisés, l'action de la FMM, combinée à celle des opérations nationales des armées de nos pays, a permis à des régions de nos pays de revivre pleinement et progressivement dans la paix. En reconnaissance des services rendus, des officiers d'état-major ont reçu des médailles pour l'engagement et le dévouement dans l'accomplissement des missions au sein de la force mixte, qui du reste attend toujours des soutiens additionnels des partenaires à travers l'Union africaine. Parallèlement, le secrétaire exécutif de la CBLT est revenu sur l'incident du mois de juin. Incident qui a conduit les soldats camerounais à perturber le mouvement des personnes et des biens dans la région de l'extrême nord pour cause de non-paiement de la prime internationale. Sanoussi Imran Abdoulaye a indiqué qu'il n'y a pas une prime internationale au niveau de la CBLT. Cette institution n'a pas les mêmes moyens que les Nations Unies. C'est chaque État membre qui prend en charge ses soldats en mission. À cette session, la délégation du Bénin quitte Yaoundé avec des promesses fermes. Des fonds seront débloqués dès la semaine prochaine pour faciliter le déploiement du contingent militaire béninois à N'Djamena et pour assurer surtout les servitudes de garnison. Alors que la force multinationale mixte se félicite de ses victoires sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, on observe une mutation de la menace. Boko Haram a lâchement opté pour les attaques kamikazes après sa défaite sur le champ du combat. Depuis quelques semaines, le Mayo Sava et le Logon-Echari essuient à nouveau des explosions de bombes humaines. Heureusement, les forces de défense et les comités de vigilance restent au taquet. Le point de la situation sur le front de l'extrême nord avec Éric Benjamin Lamère. Le mois de juin dernier a été particulièrement sanglant. On a enregistré une quinzaine d'attentats kamikazes, soit une moyenne effrayante d'un attentat tous les 2 jours. Un record. Si les kamikazes ont construit l'essentiel des victimes, des dizaines de Camerounais sont malheureusement passés de vie à trépas et de nombreux autres resteront marqués à vie du fait de leurs blessures. Dans sa logique d'instrumentalisation de la religion musulmane, Boko Haram a donc choisi ce mois sacré du Ramadan pour semer la mort et la désolation par cette méthode lâche et barbare dont les experts disent qu'elle est l'expression de la déroute de l'organisation terroriste. Grâce à la forte synergie entre le comité de vigilance et les forces de défense, de nombreux attentats ont heureusement pu être déjoués. Ces derniers jours, malgré des sérieux revers subis, l'organisation terroriste a démontré qu'elle conservait une bonne capacité de résistance et de nuisance dans le Mayo Sava et dans le Logon-Echari notamment, où se sont déroulés de violents combats
entre les forces de défense et Boko Haram dans la zone du lac Tchad. C'est dans cette zone, disent les experts, que Boko Haram aurait concentré l'essentiel de sa force de frappe. Mais avec la détermination des armées des pays du bassin du lac Tchad et la mutualisation des forces au sein de la force mixte multinationale, dont les changements à la tête de l'état-major traduisent la recherche de l'efficacité, l'issue victorieuse de cette guerre reste certaine, mais on ne la souhaite pas lointaine. Boko Haram ayant déjà fait plus de 2000 morts à ce jour au Cameroun. Concilier le maintien de la paix et le respect des droits humains, voilà le défi que devront relever les officiers de gendarmerie et les fonctionnaires de police venus du Cameroun et de l'Afrique centrale. Ils viennent en effet de boucler un stage de perfectionnement au sein de l'École internationale de sécurité, le e-Force. La remise des parchemins était présidée cette fin d'après-midi à Hawaï par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Le reportage de Pierre Evembe. L'e-Force entend bien apporter sa contribution active et déterminée à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. La preuve avec ces 2 cuvées de 19 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de la police pour ce 11e stage de perfectionnement au commandement opérationnel de niveau 2 et 39 lauréats du stage de formation des équipes projetables d'experts en investigation. Une formation de qualité donnée essentiellement par des instructeurs camerounais répondant aux standards de la communauté internationale en la matière. Face à la menace que nous connaissons, non seulement au plan national, mais au plan mondial, nous devons mettre un accent sur le renforcement des capacités professionnelles de nos éléments, surtout lorsqu'il s'agit des éléments qui se déploient sur les théâtres d'opérations internationales, notamment en unité de police constituée. Et les 2 stages-là visaient justement à améliorer les connaissances de nos éléments, notamment dans le cadre de la gestion démocratique des foules et également en matière d'enquête judiciaire. Les lauréats venus de 14 pays africains, dont le Cameroun, ont pu échanger leurs expériences et capitaliser les enseignements reçus. Les acquis de ces 2 stages, réalisés grâce au soutien du Japon et de la France, vont servir de boussole et de guide à ces lauréats sur tous les fronts où ils seront appelés à servir. Le dossier de la rédaction des voyants rouges sur le secteur de la distribution de la presse au Cameroun. Les lecteurs assidus ont de plus en plus du mal à se procurer leurs journaux. Le principal distributeur, Messa Presse, veut se désengager d'un segment qu'il juge peu rentable. D'ailleurs, un conflit l'oppose en ce moment même aux grandes surfaces qui ne distribueront plus la presse locale. Si ce conflit n'est pas vidé, sur les 115 titres existants, seuls 30 sont encore distribués peu ou prou. La crise est camerounais exprime de sérieuses inquiétudes. Voici le panorama que dresse Martine Noël Ndengue. Les kiosques sont moins fournis en presse locale qu'avant, mais Messa Presse, le leader de la distribution au Cameroun et certains éditeurs ne s'accordent plus. Le distributeur principal que nous connaissons depuis plusieurs décennies au Cameroun, à savoir Messa Presse, s'est rendu compte que les tirages de la presse au Cameroun, qu'elles soient périodiques ou quotidiens, ces tirages ont considérablement diminué. Donc, il n'arrive pas à rentrer dans son investissement. Donc, il a réduit considérablement son circuit de distribution entre Yaoundé et Douala essentiellement. Déjà, dans ces 2 villes, il a diminué également le nombre de kiosques qu'il avait. Je vais vous dire, sans trahir un secret, à Yaoundé, on est parti d'une vingtaine de kiosques à peu près 5. Seulement une trentaine de titres sur 115 auparavant sont encore distribués par Messa Presse. C'est ainsi depuis quelques mois déjà. Nous-mêmes essayons de distribuer l'œil du Sahel dans la région septentrionale. C'est pénible, c'est difficile, mais ça fait 20 ans que nous le faisons. Et pour la partie sud du pays, nous l'avions confié à Messa Presse. Il est difficile en même temps de pouvoir produire le journal et de le distribuer. Messa Presse reste donc le relais pour atteindre les coins reculés du pays. Cette crise, il faut en sortir. Les nouvelles mesures de Messa Presse un peu signe, si vous voulez, un peu la mort lente et progressive de la presse. Alors, les éditeurs se sont retrouvés pour essayer de trouver un ensemble de solutions. Nous sommes en train d'y réfléchir. Mais en attendant, chaque journal essaye du mieux que se peut de pouvoir distribuer son produit.
Problème de distribution, coût des journaux et maintenant revue intégrale de la presse qui détourne les acheteurs. La presse n'est pas prête de sortir de la crise. La presse écrite se vend donc mal. Pourtant, les journaux de tout temps ont nourri des genres très courus. La revue intégrale de la presse à la radio ou à la télévision est le nouveau produit d'appel dans les médias audiovisuels avec ses inconditionnels. Une situation qui n'aide pas les journaux à mieux se vendre dans les kiosques. Le réflexe d'achat est en berne. Et puis à quoi bon? Puisqu'on a lu les journaux pour vous à la radio ou à la télévision le matin. Un phénomène qui n'échappe pas à l'analyse des spécialistes. Gisèle Onguéné. Avoir une idée sur l'actualité ou rattraper les nouvelles loupées dans la journée, voire dans la semaine, par thème ou non, est facilité par la revue de presse à la radio, sur Internet ou à la télévision. Un rendez-vous très populaire. La revue de presse est d'abord un effet d'annonce pour qu'on soit au courant de l'actualité telle qu'on l'a traitée chez les confrères. C'est un phénomène de confraternité, c'est-à-dire dans lequel les journalistes démontrent qu'ils sont tous sur le front de l'actualité. Mais l'exercice se moque très souvent de la déontologie. Il y a des fautes vraiment très très graves qui sont parfois faites dans certaines revues de presse. Que quelqu'un donne le contenu de l'article d'un journal publié par un autre. Premièrement, ce n'est plus une revue de presse. Deuxièmement, c'est un plagiat. Puisque vous intervenez en sorte de bloquer la vente du produit original. Les contraintes dues à l'éloignement, à la précarité et à la distribution justifieraient peut-être cette infidélité, au détriment des ventes de ces publications. Au Cameroun, sur 10 régions, il n'y a pas plus de 3 qui reçoivent régulièrement les journaux. Alors, on a pris le côté académique, on a ajouté un aspect qui permettait quand même aux Camerounais, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir une idée des sujets qui sont traités dans la presse. La responsabilité de l'éditeur étant engagée dans la diffusion d'une information, il paraît plus loyal, plus convenable et prudent de se limiter au respect des règles de l'art. Dans ce contexte, le numérique est-il une chance ou le début de la fin? En tout cas, le kiosque électronique s'impose peu à peu des comptoirs virtuels qui présentent des journaux locaux et étrangers. Sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez donc lire la presse tous les matins. Le défi est maintenant d'imaginer un modèle économique adapté pour que le numérique n'entende pas le chant du cygne de la presse écrite. Steve Thiega et Kembeng. Plus qu'une évolution, les e-kiosques mènent leur évolution dans la distribution de la presse. Livrer des journaux à moitié prix sur les écrans des smartphones. Ça marche, nous sommes au 5e mois de commercialisation des journaux en ligne. Et nous avons déjà plus de 3500 souscripteurs sur la plateforme et 80% de ces souscripteurs sont des acheteurs de journaux. Le numérique côtoie le papier, mais sa vitesse de circulation sur le marché chasse peu à peu le stress des entrepreneurs de presse. Les coûts de distribution sont souvent très élevés. Les routes ne sont pas très faciles. La distribution par poste n'est pas très évidente. Donc les e-kiosques deviennent une alternative très intéressante pour les journaux et les magasins camerounais. L'adhésion au e-kiosque a bonne presse, mais il faut encore s'habituer aux moyens de paiement, pour achat ou abonnement. Nous n'avons pas de culture de paiement en ligne. Il faut être soit abonné à Orange Money ou Mobile Money de MTN pour ce paiement-là. L'autre hic, c'est les fuites de fichiers partagés sur les réseaux sociaux qui réduisent les parts de marché des kiosques en ligne. Une fois que le lecteur a lu son journal, il peut le forwarder, donc il peut l'envoyer à une personne. Les journaux en ligne cherchent plus de clients, mais leurs papiers ont toujours quelques fans. Les lecteurs de une, fidèles du tout gratuit. Des lecteurs de titres aussi nombreux sur le net, l'autre écran de la revue de presse.
C'était le grand dossier de la rédaction. La grande enquête à présent, la grande enquête du soir au cœur d'un autre phénomène social, la place de plus en plus grande qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie des Camerounais, surtout dans la vie des jeunes. Les téléphones Android et les tablettes désormais plus disponibles et à moindre coût ont encouragé l'accès aux différents réseaux sociaux. À chacun son canal préféré et ses formes de communication. Mais au fait, qu'est-ce qui fait-on courir vers les réseaux virtuels? L'enquête est signée Irène Zanafouda. Le téléphone portable et la tablette sont devenus au fil des jours les compagnons les plus fidèles de bon nombre de personnes. Les gens ne s'en servent plus seulement pour émettre et recevoir des coups de fil, mais beaucoup plus pour parcourir en longueur de journée les diverses applications qui les plongent dans le bain des réseaux sociaux. Google, par exemple, me permet de faire des recherches. Messenger, ça permet de communiquer avec les amis à l'intérieur et à l'extérieur. WhatsApp, ça me permet d'avoir une vie associative avec les groupes. Avec Imo, en fait là-bas c'est plus avec les stars. Donc quand tu vas voir l'actualité d'une star par exemple, cela te permet de savoir comment est-ce que tel vit, comment est-ce qu'il ne vit pas, etc. Donc en fait toutes ces applications ont des objectifs bien déterminés. Les réseaux sociaux pour moi vraiment je ne peux pas me passer. Quel que soit le lieu, jeunes et adultes ont toujours le doigt sur l'écran tactile de leur téléphone ou de leur tablette. Certains, animés par l'anxiété de ratage, ont même configuré leur téléphone pour être à l'affût des informations relayées par les réseaux sociaux. J'ai préféré mettre une sonnerie pour les réseaux sociaux et une sonnerie pour les SMS. Lorsque SMS normal, ça ne m'attire pas comme lorsque je sais que ceci c'est un réseau, je suis directement attiré là-bas. L'addiction des uns et des autres aux réseaux sociaux reste une menace permanente qui plane sur la rectitude morale. Les réseaux sociaux, effectivement, conduisent à ce que je vais appeler en psychologie, en psychosociologie, une névrose obsessionnelle. Il y en a qui oublient qu'ils ont un téléphone portable et qu'ils doivent l'éteindre. Donc je pense que tout, c'est au niveau de l'autodiscipline que les uns et les autres doivent essayer de faire. Il faut un effort d'autodiscipline. Il faut une resocialisation des Camerounais à l'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans nos mœurs pour que les abonnés surfent dans le monde virtuel. Revenons dans le monde réel. Le temps était à la fête. Cet après-midi au Sénat, une trentaine de récipiendaires ont été décorés dans les différents ordres nationaux par le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi. La matinée était marquée par la réflexion à travers le 8e forum d'échange entre la Chambre des comptes de la Cour suprême et le Sénat. Paul Ngouniou nous raconte. En intervenant à la tribune du 8e forum d'échange entre la Chambre des comptes et le Sénat, le président de la juridiction dédiée au contrôle des comptes publics a voulu toucher une cible de choix, à savoir les sénateurs qui, de par la Constitution du Cameroun, représentent les collectivités territoriales décentralisées. Qui représentent les collectivités territoriales, on s'est dit donc en portant ces informations à leur niveau, ils vont également les transporter vers les citoyens ordinaires. L'exposé de haut vol du président de la Chambre des comptes portait sur les innovations dans le jugement des comptes des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées par la Chambre des comptes. Les sénateurs disent en avoir été édifiés pour étoffer leur culture en matière de finances publiques. Après la réflexion, place à la fête. 24 médailles au total, soit 5 de grands officiers de l'Ordre national de la valeur, un commandeur dans le même ordre, un commandeur dans l'Ordre du mérite camerounais et 10 médailles de la force publique. Parmi les heureux promus, la vice-présidente du Sénat, Madame Geneviève Chouès, enseignante catholique de formation, qui boucle ainsi la boucle des médailles. Je suis très émue par cette haute marque, grande marque de confiance que le président de la République a faite à ma modeste personne. Cette médaille à tous les orphelins, parce que j'ai grandi dans un orphelinat, et à tous les enseignants catholiques. C'est un sentiment de joie et de fierté, et ça m'encourage à être de plus en plus républicain. Des décorations pour le compte de la fête nationale du 20 mai 2017, précieuse reconnaissance de la République.
Et toutes nos félicitations à Madame la vice-présidente du Sénat. Pour un statut harmonisé des huissiers de justice sur le continent, la question est discutée depuis ce matin à Yaoundé dans le cadre d'un colloque international de 2 jours. À la manœuvre, la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun, l'Union internationale des huissiers de justice et l'École nationale de procédure de Paris. À côté du statut, les conditions de travail et de rémunération des huissiers de justice étaient également au cœur des échanges. Le compte-rendu de Nicole Doudou. 2 jours de réflexion pour harmoniser le statut des huissiers de justice en Afrique. Le colloque international de Yaoundé entend élaguer les pesanteurs de la profession d'huissier. Objectif, faciliter la mise en exécution des décisions de justice rendues par les cours et tribunaux. Les participants viennent de plusieurs pays africains. Les huissiers de justice au Congo, comme au Cameroun d'ailleurs, connaissent pratiquement le même problème, notamment le fait que le statut de l'huissier de justice ne soit pas encore correctement régulé. Nos textes sont vieux de près de 40 ans. C'est un rendez-vous d'échange de bonnes pratiques entre les confrères huissiers en vue d'une bonne application des textes, notamment celle du traité OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils rencontrent aujourd'hui un problème commun autour de l'expulsion, puisqu'il n'y a pas de texte précis qui régisse l'expulsion. Ils agissent donc de façon un petit peu empirique, en appliquant la jurisprudence. Cette 34e session de formation depuis l'appel de Dakar il y a 20 ans est une initiative conjointe de la Chambre nationale des huissiers de justice et agents d'exécution du Cameroun, l'Union internationale des huissiers de justice et l'École nationale de procédure de Paris. À l'ouverture solennelle des travaux, la directrice des professions judiciaires au ministère de la Justice, Florence Rita Aré, a au nom du ministre d'État, ministre de la Justice garde des Sceaux, appelé de tous ses voeux des recommandations fructueuses au terme de ce colloque international. Prenons de la hauteur à présent. L'aéroport international de Garoua est en réhabilitation. Le ministre des Transports, Edgar Alain Mebengo, est allé évaluer l'avancement du chantier. Il a prescrit aux différents acteurs de tenir les délais et de respecter le cahier de charges. Augustine Asta, de CRTV Nord. Un tour complet dans les différents coins et recoins de l'aéroport international de Garoua et le ministre des Transports qu'accompagne le directeur général des ADC ainsi que le gouverneur Jean Abatedi a une idée exacte du niveau d'avancement des travaux de réhabilitation entrepris ici. Alors que la toiture a été bien refaite, il se trouve que de graves problèmes d'étanchéité ont été identifiés au niveau de la terrasse et au niveau des jetées télescopiques. D'ici quelques jours, ces problèmes seront complètement résolus. L'aéroport international de Garoua, qui s'étend sur une superficie de 1216 hectares, entend avec cette réhabilitation retrouver son lustre et sa coquetterie d'antan. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà engagé des ressources de l'ordre de 4 milliards dans ce vaste programme de réhabilitation de l'aéroport de Garoua. Beaucoup reste à faire, notamment pour la piste d'atterrissage. Plusieurs grands chantiers sont réalisés ou en cours, notamment le renouvellement de la toiture du bâtiment de l'aérogare et le projet futuriste d'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 30 MW dans le domaine aéroportuaire de Garoua. Un peu plus haut encore, dans l'extrême nord, la communauté universitaire de Maroua a accueilli le nouveau recteur de l'université d'État. Le professeur Idrissou Alioum a été installé aujourd'hui par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il devra veiller au rayonnement de ce bassin du savoir qui se consolide chaque jour un peu plus. D'ailleurs, le visage de l'université de Maroua s'embellit. L'école normale supérieure a intégré ses nouveaux locaux de Congola dans l'arrondissement de Maroua 3e. En campus tout neuf inauguré à cette même occasion par le ministre Jacques Famundongo. Le reportage d'Al-Ladi Mustafa, CRTV Extrême Nord. Des fleurs, des accolades et des cadeaux pour souhaiter la bienvenue au nouveau recteur de l'université de Maroua, le professeur Idrissou Alioum. Né en 1969 à Tcholiré dans la région du Nord, ce docteur en histoire, à peine installé, a déjà en tête ses priorités. C'est la gouvernance infrastructurelle
à l'université de Maroua, que nous allons densifier, que nous allons élargir. Le rayonnement à la fois national, sous-régional, régional, continental et international, l'organisation des Jeux universitaires qui auront lieu en 2018. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, le nouveau recteur de l'université de Maroua est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Par conséquent, il doit relever tous les défis pour le rayonnement de cette institution. Arrimer l'université de Maroua au numérique éducatif, au non présentiel. Il faut également implémenter davantage la gouvernance du système LMD, des défis infrastructurels. Avant cette cérémonie qui a mobilisé les autorités, l'élite locale et la communauté universitaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a inauguré le nouveau campus de l'École normale supérieure ici à Kongola. Un joyau architectural qui a coûté plus de 16 milliards de francs CFA à l'État. Le nouveau recteur de l'université de Maroua remplace le professeur Ako-Eloi Robben, nommé pro-chancellor de l'université de Boya. Présent à cette cérémonie très courue, le secrétaire d'État aux enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal, Boniface Bayaoula, et le gouverneur de l'extrême nord, Midjia Wabakari. Et les bonnes nouvelles qui s'accumulent pour l'université de Maroua qui s'est enrichie aujourd'hui de 5 nouveaux établissements, la faculté des arts, lettres et sciences humaines, la faculté des sciences, la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des sciences économiques et de gestion et la faculté des mines et de l'industrie pétrolière. L'Institut supérieur du Sahel, autre établissement de cette université, change de statut et de dénomination pour devenir l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. C'est la substance d'importants décrets signés cet après-midi même par le chef de l'État, Paul Biya. Une nouvelle équipe au taquet à la direction régionale CRTV du littoral. Les nouveaux responsables ont été installés aujourd'hui par le directeur général Charles Ndongo, le directeur régional Jean-Marie Nka, le chef de la station CRTV littoral Sarah Nalova Mukake et le chef de la chaîne FM 105 Souelaba Léonard Gofake. Tous ont reçu les encouragements de la hiérarchie de la CRTV et des autorités de la région du littoral, au rang desquels le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadibois. Le film de la cérémonie avec Marcel Ekassibile, CRTV Littoral. De nouvelles figures pour impulser une dynamique nouvelle et conforter davantage la notoriété de la station régionale CRTV Littoral dans le paysage médiatique. Principale recommandation faite par Charles Ndongo, le directeur général de la CRTV, à la nouvelle équipe qui prend désormais les rênes de la mère des radios du Cameroun et de la FM 105 Souelaba. L'équipe est compétente, l'équipe est dynamique, l'équipe, j'en suis certain, va faire du très bon travail pour relever le niveau de présence et le niveau d'exposition de la région du littoral et de la ville de Douala sur toutes nos antennes, les antennes télévision comme les antennes de radio. Mais avant cette phase de recommandation, le directeur général de l'office aura tour à tour prononcé les traditionnelles phrases d'installation pour mettre à leur poste le directeur régional de la CRTV Littoral, le chef de chaîne de la métropolitaine, le chef de station de la CRTV Littoral, le chef de chaîne de la FM 105 Souelaba, le rédacteur en chef, ainsi que plusieurs autres chefs de service. Les responsables de la CMCA, la CRTV Marketing Communication Agency, ne seront pas en reste. À cette vague de promus, il sera recommandé de faire grimper les chiffres commerciaux de la CRTV. Pour atteindre ces différents objectifs, le directeur général met en avant l'unicité, la compétitivité, l'authenticité et la diversité, avec à la base le travail. Ces nouveaux responsables sont donc déjà attendus au taquet. L'ambition du directeur général de la CRTV est claire, faire du littoral une station pivot dans le dispositif stratégique de reconquête du public et de présence permanente au cœur de l'action. CRTV Littoral devra donc relever le défi d'une plus grande production d'informations et de programmes à l'image de la richesse et de la diversité de cette région. Chacun des responsables nommés et installés aujourd'hui va déployer ses recettes pour sortir des sentiers battus. Pour le nouveau directeur régional, force doit revenir à la discipline,
au travail, directives et plans d'action dans ce reportage de Daoud Mouliom. À l'envergure de la région, les défis de la CRTV ont imposé de nouveaux responsables. La région siège du poumon de l'économie camerounaise devra compter sur des profils et qualités prouvées et efficaces. Et chaque nouveau responsable installé ce jeudi à la station régionale CRTV Littoral, réalisant le poids de ces nouvelles responsabilités, s'est vite fait une idée des urgences curatives. La première chose à redresser, c'est l'indiscipline. Il faut que les gens cessent d'être indisciplinés, que les gens viennent au travail. Le seul combat qu'il faut mener, c'est le travail bien fait, le travail de qualité. Pour battre et se maintenir en tête des médias concurrents, en pleine expansion sur Douala, le travail devra respecter le triptyque instruit par le directeur général Charles Ndongo. Unicité, compétitivité et authenticité. À cela, la nouvelle chef de station, Nalova Mokake, ajoute la collégialité. Ça sera essentiellement un travail d'équipe. Ensemble, on va mettre en place des stratégies pour pouvoir mener à bien tout ce que le directeur général nous a demandé de faire. Le divertissement et l'attractivité ne sont pas en reste et seront la boussole de séduction des jeunes de la région. Douala attend énormément de la chaîne FM105 parce que Douala aime cette chaîne-là. On va donner à Douala cet amour aussi en retour. Des hommes et femmes professionnels, respectueux de l'éthique, mais également des chiffres commerciaux attendus de la nouvelle équipe CMCA pour que l'atteinte des objectifs de la CRTV passe par les moyens de sa politique. Et bonne chance à l'équipe à Jean-Marie Nka. Le projet de mise sur pied d'un vaccin biologique contre le VIH par le Centre international de référence Chantal Biya avance, de même que d'autres projets de recherche tels que le diagnostic précoce du VIH, la résistance des patients aux antirétroviraux et la co-infection entre le VIH et les hépatites virales. La session du conseil scientifique du CIRCB qui s'est tenue aujourd'hui à Yaoundé a fait la revue de toutes ces activités. Les assises étaient présidées par le professeur Carlos Federico Perno de l'université Tor Vergata à Rome en Italie et c'était en présence du directeur du CIRCB, le professeur Alexis Ndiolo. Le reportage de Joseph Clémenda. Dans une rigueur qui caractérise la méthode à l'université Tor Vergata de Rome, en Italie d'où il vient, le professeur Carlo Federico Perno épluche les sujets à l'ordre du jour de la 7e session ordinaire du conseil scientifique du CIRCB. C'est sous l'œil vigilant du professeur Alexis Ndiolo, directeur du CIRCB. L'activité scientifique est revisitée, les programmes de recherche approuvés et ses grands axes définis. Le centre va augmenter de qualité et de quantité les activités qui sont faites ici. Avec le travail qui est fait ici, il est possible d'utiliser au mieux les ressources du pays et de traiter au mieux chaque patient. Le Centre international de référence Chantal Biya s'attelle à mieux loger ses 8 laboratoires désormais opérationnels. Un plateau technique propice à plusieurs projets de recherche. Il y a le projet sur les études sur la résistance antirétroviraux chez les patients qui n'ont pas encore commencé le traitement. Les études sur la co-infection VIH et hépatite virale et une étude sur les facteurs de risque de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Pour le vaccin contre le VIH, les conclusions scientifiques nous poussent à faire un essai clinique sur la population camerounaise. Le projet de vaccin est donc en bonne voie. L'on envisage désormais une phase expérimentale sur l'être humain avec des essais cliniques. Créé en 2006 à l'initiative de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, le CIRCB entend transformer le coup d'essai en coup de maître avec une thérapie préventive tenant compte de l'environnement du VIH en Afrique pour une vie meilleure avec le VIH-Sida. Les salariés d'Eneo, désormais copropriétaires de leur entreprise, ils ont acquis 5% du capital social et par conséquent le droit de siéger au conseil d'administration. La géographie du capital de l'entreprise évolue et avec elle le niveau d'engagement et de responsabilité de ses personnels. Les explications de Berthe Mbala de CRTV Littoral.
À la direction générale de Eneo à Douala, explications et démonstrations. Le nouveau statut des salariés actionnaires est salué par ceux-là même qui en bénéficient. En devenant actionnaire, eh bien, on participe davantage à la vie de l'entreprise. Et en participant à la vie de l'entreprise, on agit de manière, en tant qu'actionnaire, on agit de manière différente. Comparativement à quand on est uniquement salarié. Parce que quand vous êtes salarié, vous ne recevez que votre salaire, alors que quand vous êtes actionnaire, non seulement vous investissez sur l'entreprise et pouvez compter sur la valeur acquise de votre investissement, mais en plus, vous avez des dividendes. Déjà 2600 souscripteurs sur les près de 3600 employés. Ils ont entre leurs mains, au bout d'un long processus, près de 217 000 parts acquises chacune à 20 000 francs CFA, soit près de 4 milliards 900 millions de francs CFA. Nous avons opté pour le GIC parce que c'était plus facile pour les travailleurs. Sur le plan financier, effectivement, nous avons eu le concours de Activa qui nous a indiqué comment est-ce qu'on pouvait traduire l'action en part. La configuration du capital de l'entreprise change donc. L'État y détient 44% des parts, Eneo 51% et 5% des parts reviennent aux salariés. C'est l'application d'une clause de la convention d'actionnaires de 2001 avec AUS, reprise en 2014 avec le groupe Actis. 16 ans que le courant de ce changement est dans l'air. Aujourd'hui, le nouveau statut illumine l'entreprise qui a désormais des employés plus soucieux que par le passé de son rendement et de ses bénéfices, qui sont aussi les leurs en espèces et à titre individuel. À l'étranger, au Venezuela, des scènes de bagarre hier dans les locaux de l'Assemblée nationale à Caracas, la capitale du pays. Des députés et des journalistes ont été blessés dans la confusion qui a suivi. Aux États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier après le tir de missiles balistiques de la Corée du Nord mardi dernier. Des sanctions sont même envisagées contre Pyongyang. Mais commençons par le continent africain où la Cour pénale internationale estime que Pretoria a manqué à son devoir en 2015. L'Afrique du Sud avait alors refusé d'arrêter sur son sol le président du Soudan, Omar el-Béchir, alors sous le coup d'un mandat d'arrêt international de l'AE. Alain Patrick Fouda nous propose cette synthèse de l'actualité à l'étranger. Omar el-Béchir devait-il être arrêté ou non par l'Afrique du Sud en 2015? Pour la Cour pénale internationale, cette question est désormais tranchée. La juridiction s'est prononcée jeudi 6 juillet. Elle accuse Pretoria d'avoir refusé d'interpeller le président soudanais, bien que signataire du traité de Rome. Une accusation qui pourrait renforcer les envies de départ de la CPI, départ réitéré la semaine dernière par le président Jacob Zuma. La Corée du Nord sur le banc des accusés lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. En représailles à son tir de missile du 4 juillet visant les États-Unis, Washington n'exclut pas de recourir à la force militaire. Pour l'heure, les États-Unis prévoient des sanctions contre Pyongyang, mais aussi contre ses alliés, à l'instar de la Chine. Ces images témoignent de l'ampleur de la crise politique qui secoue le Venezuela depuis 3 mois. Des députés et des journalistes ont été frappés par des partisans du président Nicolás Maduro dans les locaux de l'Assemblée nationale à Caracas. Un recours à la violence illégale que l'opposition impute aux autorités politiques du pays. Le président Maduro a certes condamné ces brutalités, mais la foule, elle, semble plus que jamais déterminée à poursuivre sa croisade contre le pouvoir. En sport, la World Grand Prix de volleyball débute demain à Yaoundé. La sélection nationale du Venezuela est arrivée aujourd'hui dans la capitale. L'Algérie est attendue cette nuit. Ces deux équipes sont logées dans le groupe 3 avec la France et le Cameroun. Dans les QG des équipes nationales, tout comme au Palais polyvalent des sports de Yaoundé qui va abriter la compétition, les préparatifs s'accélèrent, comme le montre ce reportage de Monique Félicité Chuen. Chaque détail est passé au peigne fin ici, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Ramasseurs de balles, hôtesses, officiels, tous procèdent au dernier réglage. La CRTV, partenaire média officiel, est au cœur de l'événement. Elle a déployé sa lourde artillerie pour assurer la retransmission en direct et la production du signal international. De l'autre côté, à l'entrée du palais, la vente des tickets et des polos de supporters va bon train. Les billets c'est de 1000 francs à 10 000, mais ici à Sopone nous avons les billets de 1000 francs et de 2000 francs. Les polos c'est 5000 francs.
Un public nombreux est attendu ici au Palais Polyvalent des Sports qui a servi de cadre aux ultimes séances d'entraînement des équipes. L'ambiance est plutôt relaxe et conviviale, le fair-play règne. Pour favoriser cette chaleur, les 4 équipes ont été logées dans le même hôtel. C'est notre première participation à la World Grand Prix. Ici, à l'hôtel, mes coéquipières et moi, nous avons été très bien accueillis. Les Lions indomptables visent un seul objectif, remporter cette première étape de la compétition, organisée pour la toute première fois dans leur... 15h, la cérémonie d'ouverture, puis place aux 2 rencontres du jour. France-Venezuela à 16h, puis Cameroun-Algérie, 18h. Alors tous demain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour suivre cette compétition et ce sera le cas tout ce week-end. Le 20h30 qui s'achève avec cette volonté des ministres de la Défense de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin réunis aujourd'hui à Yaoundé. Ils sont décidés à mettre fin aux activités de Boko Haram. Nous avons également parlé dans le cadre du dossier de la rédaction de ce soir de la situation inquiétante de la presse écrite au Cameroun, tiraillée entre les nouveaux médias et des problèmes de distribution. Et puis, vous l'avez vu, Jean-Marie Inka, le nouveau directeur régional de CRTV Littoral et son équipe ont pris fonction avec des missions bien précises de réenchanter le public de cette région qui abrite également la ville économique Douala. Merci de votre aimable attention. Merci de rester sur notre antenne, la CRTV. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Les titres du journal. Un front commun contre le terrorisme en Afrique centrale. Les ministres de la Défense de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin ont convenu de contributions plus soutenues et d'engagements plus appuyés pour éradiquer la menace Boko Haram. La presse locale va mal, une distribution en dents de scie, une qualité perfectible et des intérêts financiers qui s'entrechoquent au détriment des lecteurs. Le dossier de la rédaction ce soir tente de refaire la une de la presse camerounaise. Le littoral, station pivot du réseau CRTV, Jean-Marie Inka, le directeur régional, a pris fonction aujourd'hui avec un mandat précis déroulé par le directeur général Charles Ndongo, le primat au travail, à la discipline et à la reconquête des publics et des parts de marché dans cette région stratégique. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. La force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, la CBLT, pourrait fonctionner mieux. Les pays membres se sont vus rappeler leurs obligations financières aujourd'hui à Yaoundé. Le Conseil des ministres de la Défense de la CBLT s'est tenu aujourd'hui. La situation sécuritaire et humanitaire dans la sous-région Afrique centrale a été passée en revue à la lumière des rapports des différents experts. Le compte-rendu de Séverin Alégambélé. De tous les sujets évoqués par le Conseil des ministres de la Défense des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, on retient cet appel à la collaboration permanente face à l'ennemi commun, Boko Haram. Le rapport des chefs d'état-major des armées, des responsables des renseignements et de sécurité l'a souligné, la situation sécuritaire et humanitaire dans la région s'est nettement améliorée. Mais il faut rester vigilant en rendant plus opérationnelle la force multinationale mixte, dont les résultats sont bien perceptibles sur le terrain. Malgré les attentes suicides et le recours aux engins explosifs improvisés,
L'action de la FMM, combinée à celle des opérations nationales des armées de nos pays, a permis à des régions de nos pays de revivre pleinement et progressivement dans la paix. En reconnaissance des services rendus, des officiers d'état-major ont reçu des médailles pour l'engagement et le dévouement dans l'accomplissement des missions au sein de la force mixte, qui du reste attend toujours des soutiens additionnels des partenaires à travers l'Union africaine. Parallèlement, le secrétaire exécutif de la CBLT est revenu sur la vente du produit original. Les contraintes dues à l'éloignement, à la précarité et à la distribution justifieraient peut-être cette infidélité, au détriment des ventes de ces publications. Au Cameroun, sur 10 régions, il n'y a pas plus de 3 qui reçoivent régulièrement les journaux. Alors, on a pris le côté académique, on a ajouté un aspect qui permettait quand même aux Camerounais, quel que soit son lieu de résidence, d'avoir une idée des sujets qui sont traités dans la presse. La responsabilité de l'éditeur étant engagée dans la diffusion d'une information, il paraît plus loyal, plus convenable et prudent de se limiter au respect des règles de l'art. Dans ce contexte, le numérique est-il une chance ou le début de la fin? En tout cas, le kiosque électronique s'impose peu à peu des comptoirs virtuels qui présentent des journaux locaux et étrangers. Sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez donc lire la presse tous les matins. Le défi est maintenant d'imaginer un modèle économique adapté pour que le numérique n'entende pas le chant du cygne de la presse écrite. Steve Thiega et Kembeng. Plus qu'une évolution, les e-kiosques mènent leur évolution dans la distribution de la presse. Livrer des journaux à moitié prix sur les écrans des smartphones. Ça marche, nous sommes au 5e mois de commercialisation des journaux en ligne. Et nous avons déjà plus de 3500 souscripteurs sur la plateforme et 80% de ces souscripteurs sont des acheteurs de journaux. Le numérique côtoie le papier, mais sa vitesse de circulation sur le marché chasse peu à peu le stress des entrepreneurs de presse. Les coûts de distribution sont souvent très élevés. Les routes ne sont pas très faciles. La distribution par poste n'est pas très évidente. Donc les e-kiosques deviennent une alternative très intéressante pour les journaux et les magazines camerounais. L'adhésion au e-kiosque a bonne presse, mais il faut encore s'habituer aux moyens de paiement, pour achat ou abonnement. Nous n'avons pas de culture de paiement en ligne. Il faut être soit abonné à Orange Money ou Mobile Money de MTN pour ces paiements-là. L'autre hic, c'est les fuites de fichiers partagés sur les réseaux sociaux qui réduisent les parts de marché des kiosques en ligne. Une fois que le lecteur a lu son journal, il peut le forwarder, donc il peut l'envoyer à une personne. Les journaux en ligne cherchent plus de clients, mais leurs papiers ont toujours quelques fans. Les lecteurs de une, fidèles du tout gratuit. Des lecteurs de titres aussi nombreux sur le net, l'autre écran de la revue de presse. C'était le grand dossier de la rédaction. La grande enquête à présent, la grande enquête du soir au cœur d'un autre phénomène social. L'incident du mois de juin. Incident qui a conduit les soldats camerounais à perturber le mouvement des personnes et des biens dans la région de l'extrême nord pour cause de non-paiement de la prime internationale. Sanoussi Imran Abdoulaye a indiqué qu'il n'y a pas une prime internationale au niveau de la CBLT. Cette institution n'a pas les mêmes moyens que les Nations Unies. C'est chaque État membre qui prend en charge ses soldats en mission. À cette session, la délégation du Bénin quitte Yaoundé avec des promesses fermes. Des fonds seront débloqués dès la semaine prochaine pour faciliter le déploiement du contingent militaire béninois à N'Djamena et pour assurer surtout les servitudes de garnison. Alors que la force multinationale mixte se félicite de ses victoires sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, on observe une mutation de la menace. Boko Haram a lâchement opté pour les attaques kamikazes après sa défaite sur le champ du combat. Depuis quelques semaines, le Mayo Sava et le Logon Echari essuient à nouveau des explosions de bombes humaines. Heureusement, les forces de défense et les comités de vigilance restent au taquet. Le point de la situation sur le front de l'extrême nord avec Eric Benjamin Lamère. Le mois de juin dernier a été particulièrement sanglant. On a enregistré une quinzaine d'attentats kamikazes, soit une moyenne effrayante d'un attentat tous les 2 jours. Un record.
Si les kamikazes ont construit l'essentiel des victimes, des dizaines de Camerounais sont malheureusement passés de vie à trépas et de nombreux autres resteront marqués à vie du fait de leurs blessures. Dans sa logique d'instrumentalisation de la religion musulmane, Boko Haram a donc choisi ce mois sacré du Ramadan pour semer la mort et la désolation par cette méthode lâche et barbare dont les experts disent qu'elle est l'expression de la déroute de l'organisation terroriste. Grâce à la forte synergie entre le comité de vigilance et les forces de défense, de nombreux attentats ont heureusement pu être déjoués. Ces derniers jours, malgré des sérieux revers subis, l'organisation terroriste a démontré qu'elle conservait une bonne capacité de résistance et de nuisance dans le Malo-Sava et dans le Logo-Nechari notamment, où se sont déroulés de violents combats entre les forces de défense et Boko Haram dans la zone du lac Tchad. C'est dans cette zone, disent les experts, que Boko Haram aurait concentré l'essentiel de sa force de frappe. Mais avec la détermination des armées des pays du bassin du lac Tchad et la mutualisation des forces au sein de la force mixte multinationale, dont les changements à la tête de l'état-major traduisent la recherche de l'efficacité, l'issue victorieuse de cette guerre reste certaine, mais on ne la souhaite pas lointaine. Boko Haram ayant déjà fait plus de 2000 morts à ce jour au Cameroun. Concilier le maintien de la paix et le respect des droits humains, voilà le défi que devront relever les officiers de gendarmerie et les fonctionnaires de police venus du Cameroun et de l'Afrique centrale. Ils viennent en effet de boucler un stage de perfectionnement au sein de l'école. Voilà essentiellement. Déjà dans ces deux villes, il a diminué également le nombre de kiosques qu'il avait. Je vais vous dire, sans trahir un secret, à Yaoundé, on est parti d'une vingtaine de kiosques à peu près 5. Seulement une trentaine de titres sur 115 auparavant sont encore distribués par Messa Presse. C'est ainsi depuis quelques mois déjà. Nous-mêmes essayons de distribuer l'œil du Sahel dans la région septentrionale. C'est pénible, c'est difficile, mais ça fait 20 ans que nous le faisons. Et pour la partie sud du pays, nous l'avions confié à Messa Presse. Il est difficile en même temps de pouvoir produire le journal et de le distribuer. Messa Presse reste donc le relais pour atteindre les coins reculés du pays. Cette crise, il faut en sortir. Les nouvelles mesures de Messa Presse un peu signe, si vous voulez, un peu la mort lente et progressive de la presse. Alors les éditeurs se sont retrouvés pour essayer de trouver un ensemble de solutions. Nous sommes en train d'y réfléchir. Mais en attendant, chaque journal essaye du mieux que se peut de pouvoir distribuer son produit. Problème de distribution, coût des journaux et maintenant revue intégrale de la presse qui détourne les acheteurs. La presse n'est pas prête de sortir de la crise. La presse écrite se vend donc mal. Pourtant, les journaux de tout temps ont nourri des genres très courus. La revue intégrale de la presse à la radio ou à la télévision est le nouveau produit d'appel dans les médias audiovisuels avec ses inconditionnels. Une situation qui n'aide pas les journaux à mieux se vendre dans les kiosques. Le réflexe d'achat est en berne. Et puis à quoi bon? Puisqu'on a lu les journaux pour vous à la radio ou à la télévision le matin. Un phénomène qui n'échappe pas à l'analyse des spécialistes. Gisèle Onguéné. Avoir une idée sur l'actualité ou rattraper les nouvelles loupées dans la journée, voire dans la semaine, par thème ou non, est facilité par la revue de presse, à la radio, sur Internet ou à la télévision. Un rendez-vous très populaire. La revue de presse est d'abord un effet d'annonce pour qu'on soit au courant de l'actualité telle qu'on l'a traitée chez les confrères. C'est un phénomène de confraternité, c'est-à-dire dans lequel les journalistes démontrent qu'ils sont tous sur le front de l'actualité. Mais l'exercice se moque très souvent de la déontologie. Il y a des fautes vraiment très très graves qui sont parfois faites dans certaines revues de presse. Que quelqu'un donne le contenu de l'article d'un journal publié par un autre. Premièrement, ce n'est plus une revue de presse. Deuxièmement, c'est un plagiat. Puisque vous intervenez en sorte de bloc international de sécurité, le e-Force. La remise des parchemins était présidée cette fin d'après-midi à Hawaï par le secrétaire d'État à la Défense en charge de la gendarmerie. Le reportage de Pierre Evembe. Le e-Force entend bien apporter sa contribution active et déterminée à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde.
La preuve avec ces 2 cuvées de 19 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de la police pour ce 11e stage de perfectionnement au commandement opérationnel de niveau 2 et 39 lauréats du stage de formation des équipes projetables d'experts en investigation. Une formation de qualité donnée essentiellement par des instructeurs camerounais répondant aux standards de la communauté internationale en la matière. Face à la menace que nous connaissons non seulement au plan national mais au plan mondial, nous devons mettre un accent sur le renforcement des capacités professionnelles de nos éléments, surtout lorsqu'il s'agit des éléments qui se déploient sur les théâtres d'opérations internationales, notamment en unité de police constituée. Et les 2 stages-là visaient justement à améliorer les connaissances de nos éléments, notamment dans le cadre de la gestion démocratique des foules, et également en matière d'enquête judiciaire. Les lauréats venus de 14 pays africains, dont le Cameroun, ont pu échanger leurs expériences et capitaliser les enseignements reçus. Les acquis de ces 2 stages, réalisés grâce au soutien du Japon et de la France, vont servir de boussole et de guide à ces lauréats sur tous les fronts où ils seront appelés à servir. Le dossier de la rédaction des voyants rouges sur le secteur de la distribution de la presse au Cameroun. Les lecteurs assidus ont de plus en plus du mal à se procurer leurs journaux. Le principal distributeur, Messa Presse, veut se désengager d'un segment qu'il juge peu rentable. D'ailleurs, un conflit l'oppose en ce moment même aux grandes surfaces qui ne distribueront plus la presse locale. Si ce conflit n'est pas vidé, sur les 115 titres existants, seuls 30 sont encore distribués peu ou prou. La crise est lecteurs camerounais expriment de sérieuses inquiétudes. Voici le panorama que dresse Martine Noël Ndengue. Les kiosques sont moins fournis en presse locale qu'avant, mais Messa Presse, le leader de la distribution au Cameroun et certains éditeurs ne s'accordent plus. Le distributeur principal que nous connaissons depuis plusieurs décennies au Cameroun, à savoir Messa Presse, s'est rendu compte que les tirages de la presse au Cameroun, qu'elles soient périodiques ou quotidiens, ces tirages ont considérablement diminué. Donc, il n'arrive pas à rentrer dans son investissement. Donc, il a réduit considérablement son circuit de distribution entre Yaoundé et Douala.